Ok, c'est reparti avec la section numéro 3 sur les circuits électriques. Donc, les circuits électriques, on commence par parler très rapidement là, au niveau microscopique, qu'est-ce qui se passe dans un fil. Ben, dans un fil, il y a un paquet d'atomes. Le dessin est évidemment pas à l'échelle ici. Les atomes sont beaucoup plus petits que ça. Mais j'ai des atomes formés avec des noyaux, des électrons qui tournent autour. Puis quand j'ai du courant électrique qui traverse mon fil, qui se promène dans mon fil, c'est les électrons qui tournent autour des noyaux, qui sont en train de sauter d'un noyau à l'autre. Nous, dans le cadre de notre cours, on ne s'intéresse pas tellement à la description microscopique du courant, qu'est-ce qui se passe vraiment avec les électrons, le champ électrique. C'est pas quelque chose qui est spécialement utile pour nous dans qu'est-ce qu'on veut faire avec nos courants électriques. Je le mentionne très rapidement quand même au début de la section. Le symbole pour une charge électrique, c'est Q majuscule. Les unités du système international sont les coulombs. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va vraiment calculer, là, des charges électriques puis des coulombs. Les charges électriques, c'est eux qui transportent l'énergie dans un circuit électrique. Fait que quand j'ai du courant électrique dans un circuit, c'est les électrons qui sont en train de se déplacer. Ici, ça c'est la charge électrique d'un électron en coulomb. C'est assez petit. Des électrons, ça a des charges minuscules. C'est vraiment microscopique. Encore une fois, on ne va pas vraiment utiliser cette valeur-là pour faire des calculs parce que notre objectif, c'est pas vraiment de calculer l'énergie transportée par un seul électron. Nous, on s'intéresse vraiment plus à l'aspect macroscopique, là, à grande échelle de l'électricité. Le courant, fait que ça c'était pour la charge électrique. Le courant électrique, l'intensité du courant électrique, ça c'est une notion qui nous intéresse. Fait que le courant électrique, c'est la quantité de charge électrique qui passe à un endroit du fil par unité de temps. Donc en principe, du courant électrique, ça veut dire que j'ai des charges qui se déplacent. J'ai beaucoup de charges qui traversent mon fil ou ma résistance ou peu importe pendant un petit intervalle de temps. Ça veut dire qu'il y a un grand courant électrique qui est en train de se déplacer. Le symbole pour le courant électrique, c'est le I majuscule. On utilise le I parce qu'on parle de intensité du courant. Ça se mesure dans une unité qui sont des ampères. Des ampères, c'est des coulombs par seconde. On ne va pas vraiment utiliser cette relation-là, mais les ampères, c'est les unités pour un courant électrique. C'est pour ça que des fois, vous allez entendre des gens qui utilisent ampérage comme synonyme à courant électrique ou intensité du courant électrique parce que on utilise des fois les unités pour dénoter la variable dont on veut parler. Donc ça, un courant de 1 ampère, ça dit le nombre d'électrons qui circuleraient dans mon fil par seconde. Encore une fois, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse, c'est microscopique. Donc, intensité du courant électrique, charge électrique qui passe par unité de temps, c'est mesuré en ampères. La tension électrique. La tension électrique ou la différence de potentiel électrique ou le voltage, c'est tous des synonymes encore une fois. C'est ça qui va motiver l'électricité à circuler. C'est ça qui donne de l'énergie aux électrons pour se balader dans le fil pour créer un courant électrique. Pourquoi on a une chute comme dessin ici? C'est parce que la différence de hauteur ici, cette différence de hauteur-là, c'est un potentiel gravitationnel. Fait que les particules d'eau ici, vu qu'il y a une différence de hauteur entre le haut et le bas de la chute, ça les motive à se déplacer. C'est un analogue à la tension électrique. Fait qu'on a une source de tension, c'est ça qui vient comme pousser sur les électrons pour les faire se déplacer puis pour créer un courant électrique. Le symbole qu'on utilise pour parler de la variable tension électrique ou différence de potentiel ou potentiel électrique, c'est le V majuscule. Puis on utilise exactement le même symbole pour l'unité de la tension qui est le volt. Donc c'est un petit peu mélangeant parce que le symbole pour la variable c'est V, puis le symbole pour son unité c'est V. Fait que je peux avoir V égale 10 volts, V égale 10 V. Il y en a un qui représente le voltage, la différence de potentiel, puis il y en a un qui représente l'unité volt. Vu que il y a un lien entre les volts, puis les joules, puis les coulombs, c'est pas vraiment une équation qui va nous intéresser ici. Finalement, dans nos circuits électriques, on va avoir des résistances. C'est ça qui vient un peu utiliser la puissance électrique pour produire du travail, pour produire de la chaleur, pour produire des choses. Donc la résistance, c'est ce qui vient freiner le passage du courant. Donc si on a des roches, pour montrer qu'à cause des roches ici, c'est difficile pour l'eau de circuler. Donc ça vient freiner le débit, le rythme auquel
l'eau s'écoule. Le symbole pour la résistance, c'est le R majuscule. Les unités, c'est les ohms. Ça, c'est le symbole oméga majuscule, encore une lettre grecque. Quand on va dessiner des circuits électriques, ça va avoir l'air de ça. Je suis confiant que vous en avez tous déjà fait au secondaire, là. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous avez probablement déjà vu des schémas de circuits électriques. Donc, quand on a une petite borne avec une grande borne comme ça, c'est une source. C'est ça qui vient pousser le courant électrique. Donc, c'est une source de tension V. Je vais avoir un courant électrique I qui circule partout dans mon circuit. Ça, c'est le dessin qu'on a pour une résistance. Ça pourrait être différentes choses ici. N'importe quel appareil ménager, là, on pourrait l'écrire comme une résistance dans notre circuit électrique. Puis finalement, ici, ce dessin-là correspond à une mise à la terre ou un ground. Donc, c'est comme ça qu'on dessine nos circuits électriques. C'est ça les éléments qui nous intéressent, qui vont se retrouver dans un circuit électrique. Il y a une loi, la loi d'Ohm, une des deux lois là, les plus importantes pour nous, pour nos circuits électriques, qui fait le lien entre la tension, la résistance, puis le courant. Puis la voici, c'est V égale RI. Donc, V, c'est la tension qui est produite dans notre cas par une source de courant. Nous, ça va être fourni par Hydro-Québec. Hydro-Québec, ça pourrait être une batterie ou quelque chose comme ça. Donc, on a une source de courant qui va venir nous fournir de l'énergie électrique. On a des résistances dans notre circuit électrique, puis on a l'intensité du courant. Si je voulais isoler l'intensité du courant, je pourrais envoyer le R au dénominateur de l'autre côté. Ça me dirait que l'intensité du courant, ça dépend de à quel point notre source va pousser sur le courant. C'est divisé par la résistance parce que si j'ai beaucoup de résistance, ça veut dire que je vais avoir un courant moins intense. Nous, souvent, la tension va être connue. Ça va être souvent Hydro-Québec qui va nous fournir une certaine tension électrique, typiquement 120 volts ou 240 volts. Puis on va pouvoir calculer l'intensité du courant qui circule dans notre circuit en fonction des différentes résistances qui sont connectées dans un circuit. Fait que le genre de problème qu'on peut faire, c'est avoir une source de 120 volts, un interrupteur, puis avoir plusieurs, par exemple, ampoules qui sont branchées dans notre circuit, puis on va vouloir calculer l'intensité du courant qui circule, puis on va aussi vouloir calculer la puissance en watts qui est consommée par nos différents appareils. Donc, c'est la prochaine formule qu'on va voir. La voici. Formule pour la puissance électrique. Donc, par définition, la puissance électrique, là, dans un circuit électrique, la puissance électrique qui correspond à n'importe quel élément du circuit électrique, c'est la tension aux bornes de cet élément-là fois le courant qui circule dans notre élément du circuit électrique. Donc, si j'ai 120 volts fournis par Hydro-Québec, puis que l'intensité du courant qui circule, c'est 10 ampères, ben ma puissance, ça va être tout simplement 120 fois 10, ça va être 1200 watts. Aussi simple que ça. Je peux utiliser la loi de Ohm. Je sais que, par exemple, V avec ma loi de Ohm, c'est égal à R fois I. Fait que si je veux savoir la puissance consommée par une résistance, je peux remplacer mon V par RI, puis je me ramasse avec l'équation puissance égale RI fois I, donc RI au carré. Ça, c'est une équation qui est utile quand je connais la valeur de la résistance et le courant qui passe à travers ma résistance. Je peux aussi remplacer le I par V sur R pour me ramasser avec V carré sur R. Donc, tout ça, c'est juste trois formes différentes de la même équation. On utilise celle qui est la plus pratique avec les informations qu'on connaît. Donc, si je connais 120 volts puis je connais la résistance en ohms, je peux utiliser cette formule-là pour calculer la puissance. Toutes les formules fonctionnent. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est comment combiner des résistances dans différents circuits électriques. Parce que les circuits vont rarement être aussi simples que le circuit que j'ai présenté dans le premier schéma avec une source, une résistance, une mise à la terre. Normalement, il va y avoir plusieurs choses différentes branchées sur le même circuit électrique. Donc, il va y avoir plusieurs résistances. Les résistances peuvent être connectées en série, une à la suite de l'autre. Ils peuvent être connectés en parallèle sur des branches différentes, ou je peux avoir un circuit mixte où j'ai des résistances qui sont certaines en parallèle, certaines en série. On va voir comment gérer ce genre de circuit-là. On a des petits dessins ici pour montrer que si chaque coude correspondrait à une résistance qui empêche l'eau de circuler librement, donc toutes les résistances seraient une à la suite de l'autre. Puis quand j'ai des résistances en parallèle, ben, ce serait comme si mon flux électrique, ici, mon courant va pouvoir se diviser puis passer une partie par une résistance puis une partie par une autre résistance. Puis des fois, ben, j'ai des trucs en série et des trucs en parallèle. Des si jolis paysages. Donc,
Premier circuit, le circuit en série. J'ai une source, ensuite j'ai plein de résistances, une à la suite de l'autre. La chose la plus importante à comprendre avec un circuit en série, c'est que imaginez quand vous pensez au courant électrique là, que ce circuit-là, il serait comme rempli d'eau ici. J'ai vraiment comme une boucle qui serait complètement remplie d'eau. Si j'ai une pression que j'exerce ici pour pousser sur l'eau, ben, l'eau va circuler pareil dans tout le circuit. Il ne faut pas penser que j'ai un certain courant électrique ici, puis que le courant électrique va diminuer au fur et à mesure que je passe à travers mes résistances. Le courant électrique ici va être la même dans toute la branche ici. Mon courant électrique, il n'y a pas deux branches parmi lesquelles se diviser. Si j'ai une rivière qui est en train de couler à travers les trois résistances, la même quantité d'eau va être en train de couler partout dans ma rivière. Le même débit total d'eau va être en train de couler partout dans ma rivière. Ça veut dire que l'intensité du courant électrique est la même partout à l'intérieur de mon circuit ici. Tant que mon courant électrique ne peut pas se diviser dans différentes branches, le courant électrique va toujours rester pareil. Donc si mon courant électrique est le même partout, l'intensité totale, c'est la même que l'intensité qui passe par la résistance 1, c'est la même que l'intensité qui passe par la résistance 2 et par la résistance 3 et par la source. L'intensité est pareille partout. La différence de potentiel de la source, donc la source elle a une certaine différence de potentiel, mettons 120 volts. Cette différence de potentiel-là va être répartie dans mes trois résistances. Pas nécessairement également, mais il faut comprendre que quand j'ai des résistances en série, la tension de la source va être répartie dans les trois résistances. Fait que peut-être qu'il y en a une qui va avoir 60 volts, celle-là peut-être 40, celle-là peut-être 20, mais la somme des trois tensions va me redonner la tension de la source. Tout le monde a le même courant, mais la différence de potentiel est partagée parmi les trois résistances. On peut regrouper les trois résistances ensemble pour faire comme s'il existait une seule résistance dans mon circuit, puis on l'appelle la résistance équivalente. Dans des circuits en série, les trois résistances placées une à la suite de l'autre, j'ai tout simplement à additionner les trois résistances pour avoir ma résistance équivalente. Quand j'ai des résistances en série, j'additionne les résistances pour avoir la résistance équivalente. Pour la puissance totale qui est consommée par le circuit, ça sera toujours le cas, il faut toujours que j'additionne la puissance consommée par chaque élément de mon circuit. Il faudrait que je calcule la puissance consommée par ma première résistance, la puissance par la deuxième, la puissance par la troisième. J'additionne toutes les puissances, puis ça me donne la puissance totale, la puissance qui est fournie par ma source. Donc si ma source me fournit 1000 watts, la somme des puissances consommées par chacune des résistances va être exactement 1000 watts. La puissance fournie par la source est toujours entièrement consommée par les éléments du circuit. Fait que ça, c'est mon addition en série. Je vais vous laisser attaquer l'exemple numéro 3. Donc, c'est vraiment important que vous essayiez les exemples pour vous pratiquer. Là. Ici, on a trois résistances, R1, R2, R3. Puis il faut calculer la résistance équivalente dans le circuit. Il faut calculer le courant qui circule dans le circuit, la différence de potentiel aux bornes de chaque résistance, puis la puissance dissipée par chaque résistance et finalement dans le circuit en entier. Donc, en gros, il faut faire l'analyse complète de l'entièreté du circuit. Faites pause sur la vidéo, calculez tout ça et revenez voir la solution. Ok, je vous montre la solution. C'est parti. Donc pour la résistance équivalente, j'ai trois résistances en série. Il faut tout simplement additionner les résistances pour avoir la résistance équivalente. 1 plus 2 plus 3, ça donne 6. Pour savoir le courant qui circule dans notre circuit, mon courant total, mon courant électrique est le même partout. Donc je peux utiliser la loi de Ohm qui fait le lien entre la tension, ça c'est une équation qui va toujours être valide. La tension fournie par la source, c'est toujours égal à la résistance équivalente qui tient compte de toutes les résistances du circuit fois le courant qui traverse la source. Fait que la source, elle va vouloir savoir c'est quoi la résistance équivalente de tout le circuit, ça va déterminer le courant que la source est capable de débiter. Ici, tout le courant que la source débite va passer par chacune des résistances. Donc, si je veux avoir le courant qui circule, j'isole le I, ça fait V sur R, 5 volts par 6 ohms, ça fait 0.83 ampères. Donc, mon courant électrique dans chacune de mes trois résistances ça va être partout pareil. Partout, le courant va être de 0.83 ampères. Ensuite,
Oh, toutes les réponses apparaissent d'un coup. On regarde ça ensemble tranquillement quand même. Je veux savoir la différence de potentiel aux bornes de chacune de mes résistances. Je sais qu'au total, j'ai 5 volts. Je ne sais pas comment ce 5 volts-là va être réparti, mais je connais la valeur de chacune des résistances, 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, puis je connais la valeur du courant électrique qui circule, qui est le même dans tout le circuit. Fait que si je veux savoir la tension aux bornes de chacune des résistances, il faut que je multiplie. Fait que si je veux avoir le V1, il faut que je multiplie le R1 avec le I1. Le I1, c'est le même I pour chacune de mes résistances, ça sera toujours 0.83, mais chaque résistance a sa résistance différente. Donc 1 ohm fois 0.83, ça me donne la tension aux bornes de la première résistance, 0.83 volts. Ma deuxième résistance a 1.67 volts. Ma dernière résistance a 2.5 volts. Si j'additionne ces trois chiffres, je retombe exactement sur 5 volts qui est la tension aux bornes de la source. Pour la puissance, vous avez vu, on a un paquet d'options différentes pour calculer la puissance. Ici, on a utilisé V fois I parce qu'on connaissait les V et les I de chacune des résistances. J'aurais pu utiliser RI au carré, j'aurais pu utiliser V carré sur R. Vraiment, toutes les options sont possibles. On devrait toujours retomber sur la même puissance. Donc, je mets les valeurs pour ma résistance numéro 1, qui est le V1, le I1, qui va me donner le P1. Donc, ça me permet de calculer mes puissances en watts pour chacune des trois résistances. Si je veux savoir la puissance fournie par la source elle-même, elle n'a pas de résistance, elle a juste une différence de potentiel puis un courant électrique. Donc je peux faire V fois I. Ma source a 5 volts, j'ai 0.83 ampères qui traverse ma source, donc ma source au total fournit une puissance de 4.17 watts. Cette puissance-là doit être entièrement consommée dans les résistances, donc une autre façon d'obtenir ce chiffre-là aurait été d'additionner les trois puissances dépensées par mes résistances, puis je vais retomber sur 4.17 watts. Donc voilà la réponse de la démarche pour ce numéro-là. Je vais vous faire un dernier vidéo pour le circuit en parallèle et le circuit mixte.